Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète. Eh ben Flo, tu nous fais une petite intro improvisée? Bonjour, le studio. Non, tu l'as refait. Non, bon. Voilà, vas-y, envoie. Allô la planète, de retour du salon Van Life Expo de Rennes 2025. Bonjour et bienvenue. Le studio de la web radio de voyage Allô la planète est installé au Van Life Expo de Rennes. Elle a fait un petit voyage d'Ardèche, depuis l'Ardèche quand même. Qui, la radio ou la Van Life? Ouais, la radio. Okay. Mais la Van Life voyage aussi, on va le voir puisqu'on a l'organisateur. Avec nous, Philippe, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc merci de nous accueillir déjà sur cet événement. Eh ben, vous êtes plus que les bienvenus. Merci. Donc déjà, comment est né cet événement? Et puis on va voir comment il se reproduit puisqu'il n'a pas lieu qu'à Rennes. Hein. Tu nous expliqueras tout ça. Comment tu en es venu déjà à créer cet événement? Van Life Expo. Toute l'histoire, c'est parti. Alors, écoute, c'est parti après le Covid. Où on a été frustré de ne pas pouvoir organiser pas mal de choses du côté de Saint-Malo où je suis chef de projet pour une asso. Voilà. Et puis donc on était assis, couchés, debout, tu te souviens, à cette époque-là, on ne savait plus si on pouvait faire, pas faire, etc. Et puis quand on a eu les autorisations de faire des événements en extérieur, moi-même utilisateur de van aménagé, je me suis dit, vas-y, on fait ça un truc dans un camping, on met un peu de musique. Enfin, je voyais ça pas mal en Australie à l'époque quand je voyageais par là-bas. Et puis j'ai eu envie de faire ça. Bon, on l'a fait, on a démarré avec ce qui s'appelle le Brest Van Life Festival, qui était un projet, parce que je suis modérateur sur un groupe Facebook aussi de fans d'autoconstruction de van, tu vois, et du coup on s'est dit, ouais, on ferait pas un truc là, sortie du Covid, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Ça a failli s'appeler le week-end des gens qui aménagent leur van eux-mêmes. Et puis finalement on s'est dit que niveau marketing, Brest Van Life Festival, c'était pas mal, quoi. Et ça, c'était en quelle année? C'était en juin 2022. Okay. Tu vois, donc on sortait vraiment de toute cette période pas drôle, tu vois, puis on a envie de rigoler. Donc on avait envie de se retrouver, on a trouvé un chouette camping en bord de mer, le camping de la Cité d'Alette qui est formidable à Saint-Malo. Moi j'habite là-bas, donc je connais bien le site. Et puis ils ont une petite guinguette vue mer qui s'appelle le Point Zéro, qui est formidable. C'est des gens qui aiment la musique, qui aiment le voyage, qui aiment rigoler. Et il y a des couchers de soleil magnifiques là-bas. On s'est dit, oh, ce serait génial de faire ça là-bas. Ils m'ont dit oui, figure-toi. Oh. Et donc c'était parti. On avait une trentaine d'exposants professionnels qui sont venus présenter leurs vannes, fourgons, tentes de toit, accessoires, équipements, etc. On a invité quelques voyageurs aussi à venir parler de leur voyage sur place. On a fait un grand rassemblement de véhicules aménagés, du coup, de tout type, hein, bus, vannes, poids lourds, fourgons, etc., etc. Mais pas de camping-car? Non, effectivement, pas de camping-car. Me lance pas sur le sujet. Non mais disons qu'on était vraiment en plus partie de ce groupe dont je te parlais, où on était vraiment sur comment on a aménagé nos vannes en fait, tu vois. Donc c'était un peu l'idée, c'était de passer du virtuel qui nous a bien plu pendant le Covid parce qu'on n'avait plus que ça, à quelque chose de réel, tu vois. Et du coup on était vraiment entre fans d'autoconstruction, tu vois. Donc on s'est dit vas-y, on part là-dessus, quoi. Et puis donc effectivement on entendait parler de van life de plus en plus, tout ça, alors que bon bah nous on fait ça depuis longtemps, mais ça s'appelait pas van life aussi avant. Donc on a démarré comme ça, et puis écoute, ça s'est magnifiquement bien passé avec des concerts, musique du monde, tu sais, c'est un peu ça l'ambiance chez nous. Donc bord de mer, coucher de soleil, des gens sympas, des barbecues, convivial, quoi, tu vois, et puis simple et funky, quoi. Donc entrée gratuite, les exposants nous filaient un peu de sous pour ça nous permettait de financer les concerts, bon bah voilà, et puis on est dans le milieu associatif depuis 25 ans à Saint-Malo, donc on avait tout un petit groupe autour de nous qui était prêt à filer un coup de main, tu vois, on était contents, tu vois, de sortir du Covid. Et puis en organisateur consciencieux, je guettais quand même la météo, si tu veux, parce que t'es en bord de mer, t'es en Bretagne, et voilà, on se prend une canicule pas possible le vendredi, montage de l'événement, rebelote le samedi pour l'ouverture vraiment officielle des villages, des choses, tout ça, et puis on voyait quand même qu'il y avait une tempête qui arrivait. Donc chapiteau sur place, tu vois, donc tu étais attentif à ce genre de truc, et puis la tempête est arrivée, une queue de tempête plus exactement, le samedi soir, alors qu'on démarrait les concerts, qu'on a été obligé d'annuler, de démonter les structures en urgence, parce que c'était vraiment c'était assez violent, quoi. La pluie est arrivée, on a perdu 10 degrés en quelques heures.
dans notre chance, dans notre malheur, en fait, la presqu'île de la cité d'Alette à Saint-Malo est située près du quartier Solidor, Saint-Servant, tout ça, où il y a beaucoup de restos et de bistrots. Donc on a dit à tout le monde, bon bah les gars, tous au bistrot quoi. Donc on a fini la fiesta là-bas, c'était magique. Ils ont vu des centaines de festivaliers débarquer. On peut s'incruster dans votre bar, ouais. Et il y en avait partout. Donc c'était assez drôle. Les gens sont incommodés de la météo et de la tempête dehors. On est retourné dormir dans nos vannes. On a ouvert un peu plus tard le lendemain. Et tout ça pour dire qu'en fait, on s'est dit, bon, c'est pas très confort tout ça. Et certains exposants me connaissaient comme organisateur d'autres salons. Avant, je faisais des salons du vintage sur Saint-Malo. Et puis, il dit, tu peux nous faire un salon en intérieur, un peu plus tôt dans la saison. Ce serait plus porteur pour le commerce, tout ça, mais surtout en intérieur, quoi. Parce qu'on reste des Bretons, nous. Hein, donc, si tu veux, on est un peu élevé à l'eau de pluie. Donc, autant on dit qu'on n'est pas en sucre, autant on est quand même content de pouvoir faire des choses en intérieur. Donc, j'ai appelé le Parc Expo de Rennes en leur disant, quand est-ce que tu as une date de dispo? On était, je sais pas, donc ça c'était au mois de juin, le festival. On prend la tempête. J'ai dû appeler au mois de juillet. Les mecs ils me disent, bah, on a un hall libre là, mais alors par contre c'est pendant les vacances scolaires d'avril. Je dis vas-y, on y va. Et donc c'est parti comme ça. Donc j'ai réservé le premier hall 8 de 4000 m². Et j'avais bien sûr dit aux exposants qui m'avaient branché sur le truc, je dis vous venez maintenant hein, parce que c'est pas tout d'abord les locaux. Le truc là, vous ne connaissez pas, ne me laissez pas tomber. Remplissez. Ils sont venus. Ouais. Donc on avait une quarantaine d'exposants à la première édition, mais que j'ai monté en quelques mois, en version professionnelle cette fois-ci avec mon agence, qui est une agence de communication et d'organisation d'événements. Et puis 40 exposants, et j'en ai refusé plein parce qu'à un moment il a fallu que je dépose aussi des dossiers d'autorisation en préfecture, tout ça pour ouvrir un salon, tu vois, t'es obligé de faire des choses comme ça. Donc il a fallu à un moment que j'arrête de prendre les gens, mais je me suis dit putain, j'en refuse tellement là cette année qu'on a déjà la possibilité peut-être de doubler cet événement dès l'année d'après. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait une première édition qui a accueilli 8000 visiteurs sur 2 jours dans le hall 8, 4000 m², 40 exposants. Et on a relancé les choses en doublant avec le hall 7 dans la continuité pour faire 8000 m². On a eu 81 exposants. Ah oui. Et on est arrivé à presque 10 000 visiteurs à la 2e édition. Et ça poussait encore derrière. Donc on en est arrivé à louer cette année un 3e hall. Qui est le hall 4, que cette année on a dédié aux véhicules clés en main, qu'ils soient neufs ou occasion. Et puis bah voilà, on se parle en direct de la 3e édition de Van Life Expo Rennes, qui est maintenant sur 3 halls de 13 000 m², avec un espace extérieur aussi qui a été agrandi, réaménagé. Enfin, on est sur une version un peu XXL, quoi, mais un événement qui a triplé de taille en 3 ans. Ouais, c'est fou. Ouais. Oui, c'est impressionnant. C'est assez foufou, ouais. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà que, bon, on surfe sur la vague de la Van Life aussi, à la sortie du Covid. Hein, il y a un réel engouement. C'est plus qu'une mode. Si tu veux vraiment que je te dise le fond de ma pensée, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est passé pendant le Covid, que ce soit au niveau de la Van Life ou même dans la société en général. Hein. Ça a été personnellement, ça a été une des pires périodes de ma vie. Le voyageur que tu mets en cage, à qui tu peux assis, couché, debout, tu veux fais-toi des signatures pour sortir de chez toi. C'est insupportable. Voilà, donc on est nombreux quand même comme ça aussi. Donc si tu veux, bon, alors si on a bien compris, le van, là, on peut s'affranchir de tout ça. Ouais, ok, on va faire ça. Donc, et puis ça a continué. Après, les gens ont dit c'est la mode. Non, ça existait déjà avant. Ça s'est largement amplifié avec le Covid. Il y a eu peut-être un effet de mode pour commencer, mais les chiffres sont là. On est de plus en plus d'exposants, on est de plus en plus de visiteurs. Je vois les immatriculations officielles en France qui sont pas à la baisse, même au contraire. Et donc, ça continue. Et quand tu discutes vraiment avec les gens, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été, un peu comme moi, traumatisés par cette période de Covid là, et qui voulaient... Voilà. Donc, ils ont essayé ça. Avec leur voiture, avec leur van, avec leur fourgon, avec une tente de toit, un kit amovible, etc. Ça leur plaît. Ils se rendent compte qu'ils peuvent revisiter leur région sur un week-end, un peu plus loin. S'évader même pas loin, justement. Mais tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc, on en parlait un peu ensemble, mais les réseaux sociaux, tu sais, t'es inondé d'images, de gens qui voyagent. On est bien placé pour en parler, des voyages, tout ça, mais c'est chouette d'en parler. Mais c'est vrai que les gens les consomment à travers le prisme des réseaux sociaux bien souvent. Peut se créer, ce serait bien compréhensible, une espèce de frustration aussi. C'est-à-dire, tout le monde voyage, mais pas moi, ou alors moi je vais pas.
va, dans les destinations que tout le monde va, machin, etc. Puis les gens sont un peu embarqués dans ces trucs des réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors que là, du coup, en fait, la van life, c'est quelque chose qui, voilà, c'est palpable. Tu veux commencer demain, C'est ça. tu peux y aller, quoi. T'as une bagnole, ouais, mets une tente de toit dessus, Ouais. c'est parti, quoi. T'as un van, ok, bah allez, fouille un matelas à l'arrière, prends un réchaud chez Decathlon et c'est parti, Vas-y, quoi. ouais. Et du coup, c'est le fait que ce soit accessible, je pense que beaucoup de gens se l'ont approprié. On dit souvent que la van life, ça peut aussi être un peu élitiste parce que c'est vrai que les prix ont un peu pété les plombs sur plein de trucs depuis le Covid. Bon, bah, le van le moins cher en neuf, aujourd'hui, il est 2 fois moins cher que ce que les gens pensent que ça pourrait coûter. Et puis à côté de ça, on a tout un tas de solutions comme les kits amovibles qui sont compatibles avec une centaine de voitures, Ludospace, Break, etc., qui te permettent de transformer ta voiture de tous les jours en quelque chose avec lequel tu veux partir camper. Bon, donc c'est finalement accessible plus qu'on... Alors, oui, non, ce n'est pas le van peut-être de tes rêves qui coûte lui 150 000 balles que tu auras quand tu démarres. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut pour démarrer ? Non, C'est ça. tu vois. Et puis on découvre qu'à chaque voyageur correspond finalement un mode de déplacement, un fourgon en particulier. Il y en a d'autres, ça va être la voiture avec la tente de toit, d'autres ça va être carrément le bus aménagé. Et il y en a pour tout le monde en fait. Et chacun pioche. C'est l'impression vraiment qu'on a, c'est qu'ils viennent piocher, prendre des conseils et voir ce qui serait adapté à eux, à leur manière de voyager. Et puis à ce qui nous a fait rêver peut-être un petit peu avant aussi, tu vois, là, pour les auditeurs, on est donc entouré, là on est au cœur de la team Van Life de Van Life Expo Rennes 2025, et donc on est entouré de 2 bus aménagés, un camion poids lourd aménagé, de fourgons aménagés, de vannes anciens et récents aménagés, de 4x4 aménagés et de tentes de toit là-bas. En fait, voilà, il y a autant de véhicules qu'il y a de façon d'aborder le sujet en fait, quoi. Et puis de personnalité aussi. J'imagine Martial qui est derrière avec son de Darrington au gré du vent, qui lui a un vieux bus Saviem qu'il a aménagé où il passe son temps avec ses enfants à faire des escapades magnifiques. Bon, bah le format familial en bus, il est génial. Oui. Tu vois, c'est une maison roulante, vraiment. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et puis, un autre va te dire, bah, moi, j'ai ma tente de toit qui m'a coûté pas grand-chose au-dessus de ma caisse de tous les jours. Et je suis très heureux comme ça. Et puis, en fait, la van life, c'est aussi un truc qui peut être évolutif. C'est-à-dire que tu peux commencer par un petit truc. Et puis, bah, quelques années après, tu vois que tes besoins évoluent aussi. Tu veux un peu plus de confort. Tu passes sur un autre... Voilà, c'est quand même plus facile que de changer de maison, quoi. Tu vois. Donc... voilà, il y a autant de ça s'équipe tout doucement, de véhicules que de personnalités. Voilà. Et c'est ce que viennent chercher les gens ici. Oui, c'est ça, parce que ce que tu disais, ils reviennent même. C'est qu'on a dans un hall les vannes tout fait clé en main. On a dans un deuxième notamment tout ce qui est matériel pour aménager soi-même son van, les coussins. Enfin, plein de choses. Équipements et accessoires pour l'autoconstruction. Et puis ici, on a des gens qui vivent le voyage, qui vivent la vie en camion, en bus ou en van, et qui peuvent directement faire visiter le public, qui ne se retrouvent pas devant un commercial qui va leur vendre le meilleur matelas de la planète. C'était très important pour moi dans la configuration du salon qu'il ne soit pas juste un enchaînement de stands commerciaux. Ça en fait partie, bien sûr, c'est un salon avant tout. Sur un format parc expo assumé. On est à l'intérieur, on a l'abri, on est bien content comme ça, c'est un salon. Mais tu vois, si tu as un projet en tête, si les auditeurs nous écoutent et puis là tu te dis ah ouais, moi je ferais bien ça, mais tu sais pas par où commencer. Donc tu es plus à l'aise d'aller parler à des particuliers qui vivent ça tous les jours que effectivement un commercial où tu sais que le mec il va essayer de te vendre quelque chose à la fin, quoi, et que son discours est peut-être orienté. Donc là c'était de créer justement cet espace Team Van Life où le public, et d'ailleurs il y a du monde de partout, les gens se renseignent sur les différents formats de véhicules, avantages, inconvénients, et du coup il n'y a pas de démarche commerciale. Voilà. Et donc ça permet déjà d'avancer dans sa réflexion, et puis peut-être au bout d'une heure de se dire bah non, en fait c'est pas un van qu'il nous faut, c'est un fourgon. Voilà. Et bien tu rentres dans le hall commercial après et tu vas voir les mecs qui vendent des fourgons. Voilà. Et du coup, je trouve la démarche intéressante. Enfin, c'est la rencontre. Enfin, moi, je suis voyageur, donc tu vois, et puis bavard, passionné. Donc, j'ai envie aussi que ces salons soient aussi l'occasion pour des gens de rencontrer d'autres passionnés. Et puis même s'ils n'achètent rien, qui viennent passer un bon moment, apprendre des choses, apprendre des astuces. On a fait 2 espaces conférences cette année, donc celui qu'on a fait d'habitude, c'est les thématiques voyage, van life, vie à bord, la vie en famille, des sujets par exemple qui sont aussi des freins
pour beaucoup de voyageurs, c'est j'ai des enfants, je peux pas partir voyager. Bah arrête. Tu vois, installe-toi, écoute la conférence où justement cette famille qui habite à bord d'un poids lourd à l'année va t'expliquer quelles sont les options pour l'enseignement des enfants hors cadre scolaire, quels sont ceux qui sont validés, officiels, on va dire, quelle est celle que la famille a choisi de mettre en place et comment elle la met en place tous les jours. Quand on a écouté la conférence d'une demi-heure avec Vinciane là-bas, tu dis en fait c'est possible ça. Et du coup c'est ça qui est génial, c'est d'organiser ce moment où ça peut permettre de faire basculer les gens dans un univers qu'ils avaient un peu de mal à saisir avant. Voilà. Et se dire, en fait, ça n'a pas l'air si dur d'aller voyager. Voilà. Et du coup, c'est là que moi, je trouve que j'ai gagné. Tu vois, c'est quand je sens les « Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Ok, je vais le faire. » Alors que c'était un frein avant. Tu vois. Donc, c'est tous ces moments-là qui sont importants pour moi en dehors du cadre commercial du salon. Que ce soit sur l'espace conférence, van life, voyage, etc., dont je venais de parler, mais aussi tu as celui... qu'on a créé cette année dans le Hall 4, qui est dédié au sujet technique d'aménagement. Donc c'est pour tous les gens qui veulent faire eux-mêmes l'aménagement de leur véhicule pour voilà. Donc c'est une question de choix, question de budget aussi. Et puis il y a rien de plus kiffant aussi de faire son propre aménagement, son goût avec ses deux mains gauches même si c'est pas voilà, tu commences doucement et puis tu vas au fur et à mesure. Donc là on a fait un nouvel espace conférence qui est dédié à ces sujets-là. Donc c'est quoi l'homologation VASP pour tout un tas de raisons. Comment on fait ses calculs d'électricité, son installation gaz, son installation d'eau, etc., etc. Tous les sujets techniques. Voilà. Et ça ne désemplit pas depuis ce matin. C'est la première fois qu'on le fait. On voyait bien que les gens étaient en attente de ça. On l'a fait et ça cartonne. Voilà. Donc c'est une van life plus accessible parce que tu l'as fait toi-même. Quoi. Voilà. Et donc c'est une van life qui se déplace ailleurs aussi, qui ne reste pas campée à Rennes. Alors effectivement, j'ai un peu la bougeotte. Alors, en fait, on a commencé à Rennes, enfin on a commencé à Saint-Malo techniquement si on reprend un peu notre discussion, mais donc Van Life Expo s'est implanté donc à Rennes d'abord et grossit chaque année pour l'instant. Et en fait, il y a d'autres régions qui sont des écosystèmes de la van life. Donc, tu as la Bretagne, qui est un gros écosystème, aussi bien sur la vente de véhicules neufs ou d'occasion, il y a des chiffres statistiques pour ça, que sur la vente d'équipements, d'accessoires, etc. Puis le nombre de concessions, d'utilisateurs. La Bretagne est la destination préférée aussi des utilisateurs de véhicules de loisirs depuis des années. Enfin, il y a des stats là-dessus. Donc, c'en est un. Mais l'Auvergne-Rhône-Alpes en est un deuxième. Donc, on s'est installé à Grenoble. Pour moi qui suis le petit breton qui arrive du bord de mer, enfin, tu sais, voir des montagnes de partout là, c'est gros ça. Kiff. Donc il dit viens on va à Grenoble. Alors t'as toujours les gens qui regardent trop la télé qui disent ouais mais Grenoble c'est Chicago et tout. Je dis mais non, Grenoble c'est surtout au milieu des montagnes. Arrête-toi. Et donc on s'est installé là-bas. C'est un vrai choix assumé et c'est génial. On est arrivé là-bas, on a eu un accueil formidable, tant du parc expo que des gens, des visiteurs. On a fait un carton à la première édition et en fait là-bas il y a vachement de sports de plein air en fait, tu vois. Enfin, je veux dire c'est hyper associé au sport de plein air. Donc les mecs qui font du vélo, de l'escalade, de la marche, de la rando, et beaucoup de gens utilisent déjà des vannes. Donc quand tu arrives toi en disant nous on va venir apporter des équipements, des accessoires, des tentes de toit, des mini caravanes, enfin des trucs et puis des conférences là-dessus, etc. Ça a cartonné tout de suite. Donc on a fait une belle première édition l'année dernière. On avait 76 exposants pour une première, qui était quasiment ce qu'on avait à la deuxième en Bretagne, tu vois. Et puis on a eu quelques spécialistes du off-road, donc du tout-terrain, puisque avec le relief là-bas, c'est aussi dans les mœurs d'avoir des véhicules un peu 4x4 pour pouvoir passer dans certains endroits qui sont un peu plus difficiles d'accès. Donc c'est propre à la géographie de ce coin-là. Ils sont venus sur cette édition de Grenoble. Ces spécialistes ont bien bossé et puis on a décidé de créer un pôle aventure au sein de Van Life Expo à Grenoble, qui aura donc lieu pour la première fois là au mois de mai dans un mois. Et donc on a une trentaine de spécialistes français du off-road qui rejoignent les spécialistes de la van life parce que c'est très poreux en fait entre les deux aussi. T'as des gens qui démarrent par des vannes et puis qui finissent avec des 4x4 ou tu vois des cellules pick-up par-dessus. Donc on arrive à 101 exposants là cette année, donc ça a bien grossi aussi. Et puis dans la foulée, troisième écosystème, tu sais le van en France on l'a souvent associé aux surfeurs aussi sur la côte atlantique, etc. Donc les Landes, les belles plages au bord de l'Atlantique, les surfeurs, etc., etc. Et puis, en fait, on a décidé de s'installer à Bordeaux. Donc, ça nous a pris un peu de temps pour trouver
le bon endroit ou à un tarif où ça nous permettait d'y accéder. Et puis donc on va se poser au parc des expositions de Bordeaux aussi, là, les 8 et 9 novembre. D'accord. Voilà. Et alors, première édition, combien d'exposants? À Bordeaux? Ouais. C'est en cours de. C'est en cours, ouais, c'est en d'accord. cours. Là, il y en a une vingtaine d'inscrits. Il y a encore un petit peu de temps. Ouais, il y a encore un peu de temps. Et puis c'est surtout qu'en fait, depuis un an, le marché s'est un peu tendu parce qu'il y a eu aussi une multiplication des acteurs, des aménageurs, de tout un tas de. Voilà. Et puis on est dans une période économique un petit peu compliquée avec des décisions politico-économico qui rendent pas la vie des Français très facile depuis un an, même un peu plus que ça. Mais depuis un an, ça commence quand même à se compliquer. Donc légitimement, les exposants ont commencé par réserver des choses au printemps. Et attendre certainement aussi de voir comment se déroule cette édition à Rennes, comment se déroule un petit peu le début de la saison au niveau national, au niveau des commandes, parce que voilà, faut que les entreprises tournent. Et puis on a bon espoir que d'ici l'été, on ait beaucoup plus d'inscriptions justement pour cette nouvelle édition bordelaise, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et quelque chose en particulier sur Bordeaux ou un peu ça même sur la même physionomie qu'ici Oui, un parc expo. Ouais. Oui. Un truc je ouvert, au niveau quoi. du contenu. Au niveau du contenu, oui. Alors oui, sachant que ici c'est il y aura du surf. Non, c'est-à-dire qu'en fait on fait toujours, on invite toujours en fait si tu veux les professionnels van, fourgon, les exposants sont dans les mêmes catégories si tu veux. On aura toujours un espace conférence qui sera mixte sur les thématiques voyage, van life, technique, etc. C'est une première, donc comme ça coûte assez cher les parcs expo, on y va mollo aussi, donc on se donne le temps d'en faire une bonne première, petite, sympa, efficace, comme ça a plu à Rennes, comme ça a plu à Grenoble, et puis de voir si ça marche bien, si tout le monde est content, et adapté, si on tombe sur nos pattes aussi, etc., etc. Et puis parce qu'on n'est pas un groupe, nous, moi je suis une toute petite boîte qui a démarré avec ses fonds propres au départ, donc je suis très prudent aussi, puis ça reste de l'événementiel, t'étais jamais à l'abri d'un truc qui marche pas, et puis tu te casses la goule, tu vois. Donc je fais gaffe à y aller mollo, tranquillement, mais quand même, voilà, on va démarrer tranquille. J'ai compris qu'il n'y aura pas de camping-car. Eh ben non, tu vas en parler. Hein. Allez, alors, comment te dire Alors, il y a plusieurs choses. Le camping-car, ça a un certain gabarit, déjà, qui et un certain confort. Que recherchent beaucoup de gens. Voilà, donc le camping-car cartonne depuis des années. Jusqu'à avant le Covid, il se vendait 60% de camping-car contre 40% de vannes et fourgons. Ça, c'était le ratio des chiffres officiels, de statistiques officielles. Depuis le Covid, c'est l'inverse. C'est 60% de vannes et fourgons contre 40% de camping-car. Donc tu pourrais dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe qu'il y a de plus en plus de restrictions partout en France, déjà sur les limitations de hauteur concernant les véhicules hauts. Alors tu me dis, si c'est un fourgon, c'est pareil, tu vois, t'es embêté comme un camping-car, mais par contre les vannes, eux, ils passent partout. Et notamment sous les barres de moins de 2 mètres. Sauf dans certains coins où là, ils commencent encore ils continuent de baisser les barres à 1,80 pour être sûr que vraiment les vannes ne puissent pas passer. Donc il y a ce côté encombrant et pas toujours bienvenue dans plein de communes, localités ou régions, tu vois, qui a fait que les camping-caristes se sont dit c'est bien beau de nous vendre la liberté à la concession, mais derrière on n'est pas très libre, finalement on se retrouve sur des parkings. Donc et oui, c'est donc du coup on a là aujourd'hui par exemple des gens qui nous disent nous le camping-car c'est fini, on veut un van parce qu'on veut. C'est plus maniable, c'est plus petit, c'est moins haut, c'est plus passe-partout, c'est plus polyvalent aussi parce que les finances des Français vont pas super non plus, tu vois quoi. Donc si tu dis on vend le camping-car mais on achète un van et du coup on vend la voiture de tous les jours, comme ça le van ça devient la voiture de tous les jours et puis en plus on peut partir en week-end ou en vacances ou en voyage avec, etc. Est-ce qu'on ferait pas peut-être une affaire comme ça? Et donc il y a ça, tu vois, qui est en train de se passer aussi. Après on a un public généralement un peu plus âgé sur le camping-car en recherche de confort et les fabricants de camping-car savent très bien faire ça. C'est confortable, voilà. Donc tu as ta petite maison roulante, voilà, etc. Les vannes sont souvent plus spartiates, plus minimalistes et du coup tu as beaucoup de gens qui passent leur temps dehors en fait, tu vois, qui dorment dans le van, qui cuisinent un peu mais qui passent un peu plus de temps dehors.
et un peu moins de confort. Enfin voilà, donc on voit bien les gens vendent leur camping-car pour acheter du van quand même. Voilà. Ah, j'avais pas de chiffre 60-40. Ouais, 60-40, ouais, ça a basculé pendant le Covid. J'ai regardé encore les chiffres là, il y a pas si longtemps que ça. Alors c'est les immatriculations de carte grise, tu vois, parce que en fait la carte grise d'un camping-car, c'est pas, tu vois, sur un van ou un fourgon, c'est TTE, camionnette. Et sur un camping-car, par exemple, c'est VASP. Ouais. Je me demande pas ce que ça veut dire, je ne sais plus. Mais c'est VASP. Donc c'est autocaravane. Voilà, autocaravane. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc ils ont les chiffres officiels des statistiques et qui sont reprises par le syndicat des constructeurs français de véhicules de loisirs type camping-car qui sont réunis au sein d'une entité qui s'appelle UniVDL et qui les diffuse aussi tous les mois, tous les ans, qui font des stats là-dessus. Mais c'est des chiffres officiels des préfectures, quoi. Voilà. Donc, il y a eu un basculement, ouais. Il s'est passé quelque chose. C'est très bien, comme ça remplit en tout cas les salons d'expo. Oui, alors en tout cas, nous effectivement, il y a déjà plein de salons du camping-car partout. Oui, donc, c'est sûr. Donc j'avais pas du tout envie de faire un énième salon du camping-car qui existe déjà partout. Tu vois, je vois pas l'intérêt. En revanche, toutes les autres solutions autre que camping-car, ça, et je trouvais qu'il y avait un truc à faire. Bon, c'est les exposants aussi qui m'avaient invité à réfléchir à ce truc-là, et puis finalement on est pris un peu dans cette queue de tempête dont je parlais tout à l'heure, là, tu vois, c'est la continuité de la tempête et voilà, qui a donné lieu à ces salons, quoi. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis sur des camping-cars. Ouais, alors j'ai été camping-cariste, enfin mes parents étaient camping-caristes aussi. Quand j'étais gamin, j'ai beaucoup voyagé en camping-car, c'était génial. On avait un super truc et tout que j'ai récupéré un peu plus tard quand j'ai eu le permis. Je me suis fait des virées avec ça, c'était fantastique. Tu vois, tu n'étais pas obligé de choisir boire ou conduire. Tu buvais, tu dormais sur place, c'était génial. Tu les festas, les festivals, machin, etc. Puis je suis parti voyager un peu en Italie, tout ça, c'était génial. Plein d'emmerdes techniques, mais c'était des bons souvenirs. Mais par contre, c'est vrai que c'est méga encombrant, c'est pas très maniable pour plein de trucs. Mais j'en garde des bons souvenirs malgré tout, quoi. Voilà. Tu crois que c'est ces voyages-là, quand tu étais avec tes parents, qui t'ont donné ce goût du voyage, d'aller loin Alors, ça a rapport avec mes parents, mais pas forcément cet épisode camping-car. C'est que en fait, j'ai grandi dans un terrain de camping que mes parents ont créé il y a 45 ans. J'en ai 46, tu vois. D'accord. Donc, tu as toujours vu du monde, du mouvement, les gens venir, partir. Mon terrain de jeu, c'était un camping de 7 hectares avec des petits Anglais, des petits Hollandais, des petits Espagnols, des petits Italiens, etc. Donc on savait pas se parler, tu vois. Donc la preuve qu'on peut se démerder quand on sait pas parler une langue étrangère, c'est qu'avec des gestes et puis de la bonne volonté et des sourires, on a voilà. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux petites Anglaises, donc là effectivement, j'ai commencé à parler anglais, voilà, et à apprendre. Et puis du coup, j'ai commencé à pouvoir échanger avec des gens d'autres pays. Et gamin, tu vois. Et ça a été vraiment le truc chouette, tu vois, de pouvoir communiquer avec des gamins qui venaient d'ailleurs qu'en France. Voilà. Et de grandir dans cette atmosphère-là, au sein d'un terrain de camping qui était comme un terrain de jeu pour nous et pour moi et ma sœur, c'était génial. Et ça m'a donné le goût d'ailleurs, tu vois, plus que du voyage dans un premier temps, mais le goût d'ailleurs. Tiens, ça a l'air pas mal chez vous, vous avez l'air sympa. Et puis les voyages ont suivi. Mes parents bossaient beaucoup parce qu'un terrain de camping, ça se monte pas comme ça. Puis c'était un champ de pommes de terre quand ils ont acheté ça, tu vois, au départ. Donc ils ont tout créé. Donc ils bossaient beaucoup. On avait finalement peu de temps pour partir en vacances. On partait toujours hors saison. Donc le camping-car a été une des solutions qu'ils avaient choisies pour partir à la montagne l'hiver, faire du caravanège ou des choses comme ça. Donc j'ai fait du camping-car sous la neige à la montagne. C'est des bons souvenirs. C'est rigolo. Mais ouais, là, ça a donné le goût, les premiers road trips comme ça aussi, de pouvoir s'échapper. Il y a un truc, quoi. Oui, forcément. Aujourd'hui, c'est toi qui accueille le monde, qui accueille les vannes, qui accueille... Ouais, mais c'est surtout, tu sais qu'en fait, le camping, il avait presque 300 emplacements. On avait presque, en saison, on avait presque 1200 clients à dormir sur place. Énorme. Et donc, en fait, tous les jours, ton quotidien, c'est de voir passer des vannes, des fourgons, des camping-cars, des tentes de toit, des mecs avec la tente de... Tu vois, il y avait tout, quoi, tous les profils. Et puis, les mecs, c'était ma vie, c'était que les gens venaient et repartaient. Donc, des fois, c'était pas toujours facile parce que tu peux... Il y a longtemps, les gens prenaient des vacances longtemps. Tu vois, aujourd'hui, c'est
plein de fois mes cours. Mais à l'époque, on avait le temps de se faire des amis, tu vois, vraiment. Et quand ils partaient, on chialait, on était on chialait. Et donc, ouais, tout ça, enfin, toute cette période de ma vie, ouais, effectivement, m'a donné le goût d'ailleurs, le goût des gens qui viennent d'ailleurs aussi, et de la curiosité, en tout cas, à découvrir voilà, et les petites anglaises aussi. Sont quelque part là, peut-être. Oui, je vais y aller d'ailleurs. Excusez-moi. Au revoir. Il y a le bus qui est là. En tout cas, l'édition semble très bien partie encore cette année. Mais oui. Il y a du monde. Oui. Le temps est là. Oui, écoute, contre toute attente, on a flippé toute la semaine de voir la flotte arriver. Puis en fait, ça se maintient pour l'instant, en tout cas. C'est la magie de la Bretagne. Ouais, exactement. C'est magique. Merci d'avoir pris le temps d'avoir participé à cette émission. Eh ben, je t'en prie, c'est un grand plaisir. Je suis un grand fan de la web radio et puis de l'émission, donc c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Ouais. Merci Philippe. Tu nous donnes la date du prochain? Alors le prochain à Grenoble. 17 et 18 mai à Alpexpo, qui est donc le parc des expositions de Grenoble. Et puis ensuite j'irai m'occuper dans le milieu associatif à Saint-Malo de la 4e édition du Brest Van Eyck Festival qui aura lieu du 13 au 15 juin au camping de la Cité d'Alette à Saint-Malo. Venez nombreux. Et puis les 8 et 9 novembre, on va au Parc Expo de Bordeaux pour la première édition bordelaise. Ouais. Voilà. Eh ben, merci. bonne route. Ouais, merci. Bonne route, à très vite. Merci. Bye Merci. bye.